Moscou neutralise les installations énergétiques ukrainiennes à cause de l'implication de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le chef de la diplomatie russe. La Russie concentre toujours une partie importante de ses forces sur la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Le point sur l'avancée des troupes carte à l'appui dans notre journal. Le président du Conseil européen en déplacement à Pékin demande à la Chine de s'impliquer dans le jeu diplomatique pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. De nombreuses personnalités issues de différents horizons étaient en Arabie Saoudite pour discuter des défis auxquels doit faire face le secteur du tourisme. La Russie justifie sa stratégie visant à détruire toutes les installations énergétiques de l'Ukraine, car l'OTAN et les États-Unis fournissent des armes à Kiev et entraînent ses soldats. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui répondait à la question d'un journaliste de l'agence AP. Nous neutralisons les installations énergétiques de l'Ukraine qui permettent à vous, l'Occident, de truffer l'Ukraine d'armes mortelles pour tuer des Russes. Alors ne dites pas que les États-Unis et l'OTAN ne sont pas impliqués dans cette guerre. Vous êtes directement impliqués, non seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant du personnel militaire. Mercredi, l'OTAN s'est engagée à poursuivre la fourniture d'armes de haute technologie à l'Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne avancés. Ce soutien matériel de l'Occident a permis à Kiev de renverser le cours de cette guerre et de reprendre des pans entiers de territoire. La Russie a intensifié ses bombardements destinés à endommager les infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité depuis son retrait de la ville de Kherson, dans le sud du pays, le mois dernier. Ces frappes, qui ont tué de nombreux civils, ont été largement condamnées par la communauté internationale. Les efforts déployés par les Russes autour de Bakhmout indiquent qu'ils n'ont pas réussi à tirer les leçons des campagnes précédentes meurtrières. Voici la dernière évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, groupe de réflexion basé aux États-Unis. Depuis la fin du mois de mai, la Russie a concentré ses forces sur de petites localités autour de Bakhmout, mais n'a obtenu que de très faibles avancées de l'ordre de quelques kilomètres. L'Institut pour l'étude de la guerre avait déjà dans le passé fait ce constat. L'acharnement des Russes à avancer sur Bakhmout a eu pour effet la fatigue, voire l'épuisement des troupes, bloquées parfois pendant des semaines ou des mois dans des villages à proximité. Ce mode opérationnel ressemble fortement à celui adopté par la Russie pour prendre Sévierodonetsk et Lysychansk plus tôt au cours de la guerre. Au mois de juin et juillet de cette année, les forces ukrainiennes ont poussé les troupes russes à concentrer leurs efforts sur Sévierodonetsk et Lysychansk, deux villes proches de la frontière de la région de Louhansk. Chacune relevant d'une importance opérationnelle et stratégique limitée, l'objectif était de profiter de la lassitude et de la dégradation du moral des soldats russes. Ainsi, le camp russe dans cette région n'a que très peu avancé depuis début juillet, mais il continue de progresser vers et dans Bakhmout. Il pousse pour un retrait ukrainien et contrôle encore la ville. À noter que Bakhmout elle-même offre très peu d'avantages opérationnels. Les coûts associés à 6 mois de combats brutaux et épuisants autour de Bakhmout dépassent de loin tout avantage opérationnel que les Russes pourraient obtenir en prenant la ville. D'autre part, les offensives russes autour de Bakhmout sollicitent une proportion importante de la puissance de combat disponible de la Russie, facilitant potentiellement la poursuite de la contre-offensive ukrainienne. Madrid relève le niveau de sécurité autour des représentations diplomatiques en Espagne après une série de lettres piégées. La première visait l'ambassadeur d'Ukraine. Elle a légèrement blessé ce mercredi le chargé de sécurité à Madrid. Les premiers indices laissent penser que ces courriers ont été envoyés depuis l'Espagne. D'autres ont suivi, comme dans cette entreprise d'armement de Saragosse. Cette entreprise, Instalatza, fabrique notamment des lance-grenades envoyées à l'Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début de l'invasion russe en Ukraine en février.
Ce jeudi, une lettre a été interceptée dans cette base militaire. Le site de Torrejón est utilisé pour les déplacements en avion officiels des membres du gouvernement espagnol. C'est aussi de là qu'ont été envoyées les armes à l'Ukraine. L'Ukraine accuse la Russie de terrorisme. L'ambassade de Russie en Espagne a condamné l'envoi de ces lettres piégées. La Chine doit utiliser sa position particulière pour pousser la Russie à mettre un terme à la guerre en Ukraine. C'est le message transmis par le président du Conseil européen en déplacement jeudi à Pékin. Charles Michel pousse le président chinois Xi Jinping à s'impliquer dans le jeu diplomatique. La Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon moi, il y a une responsabilité particulière à utiliser ce siège, à utiliser l'influence de la Chine afin de convaincre la Russie de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies et de remplir ses engagements. Xi Jinping est très clair et assure que la Chine ne fournit pas d'armes à la Russie. Il est très clair que la menace nucléaire, n'est ni acceptable ni responsable. Pékin dit vouloir des négociations et une solution politique au conflit en Ukraine. Les deux dirigeants ont aussi évoqué la question des droits de l'homme. La Chine connaît les plus grands rassemblements observés depuis des décennies. Les manifestants dénoncent la politique drastique du zéro Covid appliquée par les autorités. Il y a dans ce dossier une satisfaction pour Charles Michel. Le président du Conseil européen se félicite d'avoir relancé le dialogue sur les droits fondamentaux. Pour l'Union européenne, le droit de se rassembler est un droit fondamental garanti par les instruments internationaux, c'est-à-dire par des instruments, mais aussi par des institutions nationales. Les relations commerciales entre les 27 et Pékin sont comme toujours au cœur de ces rencontres. La Chine représente 22% des importations européennes, mais de nombreuses voix au sein de l'Union demandent de trouver l'équilibre entre les intérêts économiques et les autres dossiers prioritaires. Nous comprenons que le commerce est nécessaire, mais nous devons continuer à nous engager avec les Chinois. Je ne reculerai donc pas devant le fait que nous nous engageons sur tous ces dossiers, même si nous tenons compte de la période récente qui a été très difficile. Le président chinois espère approfondir la coopération avec l'Union. Xi Jinping veut relancer l'accord d'investissement avec les Européens, suspendu après les sanctions décidées par Pékin contre des eurodéputés. Un nouveau glissement de terrain fait au moins 2 morts dans le sud du Brésil. Les secours estiment qu'entre 30 et 50 personnes sont toujours portées disparues. Selon les autorités, une vingtaine de voitures et de camions qui circulaient sur cette route ont été emportés par la boue, conséquence de plusieurs jours de pluie intense. Des drones équipés de caméras thermiques ont été utilisés dans l'espoir de retrouver des survivants, sans succès pour l'instant. En février dernier, plus de 200 personnes étaient décédées après un épisode similaire, imputé par les scientifiques au changement climatique. Le 22e sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme s'est achevé ce jeudi en Arabie Saoudite. Les intervenants ont discuté des problématiques concernant le tourisme mondial. L'acteur américain Edward Norton, présent au sommet, a parlé en exclusivité à Euronews de sa passion pour la réalisation de films et de son impact positif sur l'environnement. Le véritable défi est de mettre l'ensemble de notre système économique en phase avec la durabilité. C'est le défi de notre époque. La question de l'Europe a également été abordée par certains participants, notamment en raison des fréquentes annulations de vols, des pénuries de personnel et du risque de récession. Selon l'eurodéputé José Ramón Bauza Díaz, le secteur du tourisme européen risque de se laisser distancer. Nous sommes obligés d'avoir une stratégie très spécifique et détaillée en matière de tourisme. Et si nous ne le faisons pas, ce sera une grande menace pour nous. Selon l'eurodéputé, le partage de connaissances entre États membres est essentiel pour faire face aux défis futurs. Nous avons 27 États membres, tous différents, mais nous devons penser et agir comme un tout. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Conscient des problèmes des travailleurs du secteur du tourisme, le PDG du groupe hôtelier Radisson a déclaré vouloir améliorer leurs conditions de travail. Quand vous avez des gens qui vous disent « écoutez, les conditions dans l'hôtellerie sont difficiles », nous devons résoudre ce problème. Je pense que nous devons augmenter notre niveau de flexibilité.
Flexibilité et capacité d'adaptation, ce sont les mots-clés du secteur du tourisme qui doit faire face à de nombreux défis.